Bonjour à tous. Donc, je vais faire l'introduction. Donc, je suis Steph. Je suis coprésidente et cofondatrice de l'association Paris. Je suis aussi cofondatrice et trésorière de l'association Andy Voice. On vient aussi de créer avec Philippe et on est dans la gouvernance de la jeune fédération au top qui nous rassemble un petit peu tous. Donc c'est une fédération qui regroupe la première fédération en France d'associations d'autoreprésentants de personnes en situation de handicap qui se sont regroupées autour, on va dire, d'un triptyque autour de l'autoreprésentation, de l'accessibilité universelle et de l'autodétermination. Et je suis donc vice-présidente d'Autisme Europe. Et je travaille également donc, dans le domaine de l'autisme en tant que formatrice et consultante depuis une petite vingtaine d'années maintenant. Voilà, je vais te laisser peut-être te présenter un petit peu plus personnellement, Philippe, avant de démarrer le programme. Philippe Alain Lemouel. J'ai changé d'état civil pour ceux qui m'ont connu sur un autre nom précédemment. Je suis le président de la Fédération des groupes d'entraide mutuelle autisme. On a fondé entre personnes TSA cette fédération qui représente donc les GEM au niveau national en 2021. Et avec Steph, on a créé aussi la fédération au top dont elle vient de vous parler. Mon activité est totalement bénévole dans toutes mes actions. Voilà. On va parler donc effectivement de la paire aidance, la question de la paire émulation, qui sont deux choses un petit peu différentes, du savoir expérientiel. Donc on va faire rapidement parce qu'on veut vraiment être après très concret, plutôt dans la mise en œuvre de ce que peut être la paire aidance, mais on va quand même passer par un petit historique, une définition et l'évolution parce que on trouve que c'est important de savoir de quoi on parle. Il y a beaucoup de termes aujourd'hui qui sont un petit peu galvaudés, dont on parle un peu à tort et à travers, donc on pense que c'est important de bien resituer le contexte de la paire aidance. Et on va rapidement rentrer, par contre, dans le grand 2, le constat, les enjeux, les perspectives. On n'a pas l'ambition ni la prétention de faire quelque chose d'exhaustif. C'est pas une formation. Un webinaire, ça a plus comme objectif de vous donner une information qui soit la plus accessible, la plus concrète possible pour vous poser un cadre qui soit le plus accessible possible, qui vous donne des premiers repères, qui soient les plus fiables possibles et qui vous amène surtout et vous donne l'envie d'approfondir et plutôt que de vous donner des réponses toutes faites, de vous amener à vous poser des bonnes questions. Voilà, donc je vais laisser Philippe amorcer le petit historique, voilà, au niveau de la paire aidance et de la paire émulation pour vous donner quelques bases, on va dire, pour ceux qui n'en auraient pas. Donc la notion de pérédance est sans doute aussi ancienne que les groupes humains. Elle intéresse d'abord l'addiction. Principalement, on a développé autour des addictions de l'alcool, des drogues, et elle connaît aussi un développement au moment de l'épidémie du sida, où les patients étaient confrontés à des professionnels qui ignoraient beaucoup et par contre, les personnes qui vivaient la maladie ont pu s'entraider entre elles par rapport à ce qu'elles vivaient. Et c'est ce qu'on appelle la pérémulation dans le champ qu'on a développé aussi dans le champ du handicap. Euh, Ça touche évidemment à l'autoreprésentation, Steph en parlait tout à l'heure, et qu'on peut résumer par rien à notre sujet sans nous et qui sont développés actuellement dans les politiques publiques de plus en plus, mais c'est pas encore acquis. En matière de santé mentale, alors le TSA fait partie de la santé mentale, sauf que on est plus dans le domaine de la psychiatrie, de la maladie, donc c'est vrai qu'on distingue. Et donc vous renseignerez à Paris, il y a les clubhouse qui viennent des États-Unis, toujours dans l'idée de pérédance et de pérémulation. Et vous voyez, il y a différentes expérimentations qui ont eu le temps de se développer au
cours des années, en particulier aux États-Unis. Donc ça, c'est important effectivement d'avoir ce côté précurseur en santé mentale. Et comme dit Philippe, nous, on s'est battu, hein. Donc ça ne veut pas dire que des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme ne peuvent pas avoir aussi des problématiques dans le cadre de la santé mentale. Mais voilà, il y a le handicap, la notion de trouble du neurodéveloppement, on distingue quand même. Par contre, il faut savoir que c'est quand même dans le champ de la santé mentale qu'il y a eu une forte dynamique dans le cadre de la pérédance et de manière très, très précurseuse dans l'histoire de la pérédance. Donc, c'est important, voilà, de savoir d'où ça vient et d'où on va arriver, hein, jusqu'à, voilà, au changement du cahier des charges des GEM et pourquoi on s'est inscrit aussi en tant que trouble du neurodéveloppement. Qu'est-ce qui nous distingue de l'histoire d'avant, hein, que ça soit dans le cadre de maladies à proprement parler, de troubles mentaux à proprement parler, et quelle est l'identité, jusqu'où on va arriver dans l'identité des troubles du neurodéveloppement et notamment de l'autisme. Donc, on voit que le début de l'essor de la pérédance et de la mise en application auprès des personnes, la mise en œuvre date des années 90. L'évolution du statut du sujet, patient ou non, à qui on reconnaît un savoir expérientiel accumulé au cours de ces années d'adversité. Donc ça, le savoir expérientiel, c'est quelque chose que chacun a dans son parcours et qu'il convient d'en prendre conscience, et c'est pas facile, et d'en faire part et de savoir le revendiquer, hein, en particulier auprès des professionnels. De l'avenue de l'approche humaniste, ça, si tu veux dire quelque chose là-dessus, Steph. Non, ça fait partie de l'histoire en fait, hein. On voit bien qu'à partir des années 90, on a quelque chose qui s'est un peu plus inscrit. Donc on a bien vu que ça avait démarré bien avant, mais le concept même de la pérédance, il s'est inscrit par des mouvements, on va dire aussi dans notre société, donc des concepts, on va dire des approches aussi, et cette approche aussi plus humaniste, hein, où on était moins en fait parce que là il parle de sujet, mais on pourrait dire qu'avant il y avait même l'objet, hein, avant Oui, d'être même un patient. Voilà, donc l'approche humaniste, c'est déjà de considérer l'autre comme une personne à part entière, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le cadre de la médecine. Et puis, du coup, voilà, on en arrive après au nouveau rapport soignant-soigné. Et puis, je te laisse pour le dernier tiré, oui, l'arrivée le en rapport France. soignant-soigné, et c'est vrai que ça change. Moi, je voudrais dire quand même un petit mot. Le soigné, dans un nouveau rapport, perçoit aussi le professionnel d'une autre manière et d'une manière humaine. Ça va aussi dans les deux sens, en fait. Et c'est important. L'arrivée en France des concepts anglo-saxons de responsabilité, de rétablissement, c'est vrai on pourrait penser que la notion de rétablissement, c'est quelque chose qui est développé depuis des années. En fait, c'est plutôt en train de se mettre en place, de considérer le soin et ensuite qu'on va accompagner la personne dans la période où elle reprend pied dans sa vie et dans sa vie sociale en particulier. Donc ça, c'est quelque chose maintenant qui est étudié, travaillé et progressivement mis en place auprès des patients. Ces concepts appartiennent à l'innovation sociale, hein, vous voyez bien le terme d'innovation, et affirment qu'un être humain vit de manière autodéterminée en prenant le contrôle de sa vie. Et donc, pour prendre en compte l'autodétermination des personnes, il faut pouvoir leur donner la parole, qu'ils aient suffisamment confiance en eux aussi pour l'apprendre, et ça aussi, ça se travaille auprès des patients. Les pères aidants les pères aidants à leur insu, les adhérents des GEM, organisés par la FNAPSI dès 1992, puis officialisés et largement implantés par la loi de 2005. Donc on reviendra tout à l'heure sur la notion de GEM, hein, qui sont des groupes d'entraide mutuelle, des collectifs de personnes pairs concernés par les mêmes problématiques de santé, et
Si ça a été officialisé et encadré par un cahier des charges qui a évolué, ce n'est qu'en 2019 qu'on a distingué justement au sein de la santé mentale les personnes TSA qui étaient concernées non pas uniquement par la santé mentale, mais par les troubles du neurodéveloppement. Donc c'est en 2019 qu'on a créé les GEM TSA et qui se développent actuellement. On développe aussi actuellement la professionnalisation des médiateurs de santé père. Donc, ce sont bien des pères aidants, des personnes qui ont traversé la maladie, en tout cas en particulier dans la psychiatrie, qui ont maintenant un diplôme et qui travaillent un peu comme un soignant, enfin en tout cas, il participe aux trajectoires de soins des patients, mais en tant que personne concernée. Leur rôle fondamental pour lutter contre la discrimination, contribuer au pouvoir d'agir et faire vivre la démocratie apparaissent de manière de plus en plus significative. On donne des droits aux patients, y compris une reconnaissance, y compris dans les services hospitaliers, et ces pères aidants aident beaucoup les soignants dans leur travail, principalement parce que souvent le discours des pères aidants auprès des patients est beaucoup plus, même si ça va être le même que le médecin, ils vont communiquer certaines choses à l'identique des médecins. Le patient va être beaucoup plus sensible, le discours va être beaucoup plus prégnant et les messages vont de fait mieux passer parfois avec un père aidant qu'avec un médecin. Je continue là. Oui, alors juste un petit complément, c'est qu'effectivement, nous, on va aujourd'hui être de plus en plus vigilants sur les termes utilisés et sur l'arrivée des personnes en situation de handicap, hein, puisque jusque-là, tout a été très imprégné, on va dire, dans un système de santé, mais justement pas santé au sens de l'OMS, ce sur quoi nous, on revient beaucoup, parce que la définition de la santé au sens de l'OMS, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Hein, et ça ne se définit pas uniquement comme une absence de maladie ou d'infirmité. Ça, c'est la définition stricte de l'OMS. Donc, la notion de personne en situation de handicap, finalement, est encore très peu prise en compte dans notre société. Et l'arrivée notamment des personnes autistes et autres troubles d'ailleurs du neurodéveloppement va nécessairement faire bouger les lignes. Et vous voyez, rien que le terme moi, de patient, ben moi, je reprends tout le monde en disant on n'est pas des patients, on est des acteurs. Et on n'est pas forcément des patients d'ailleurs. Donc, on a, nous aussi, une notion peut-être de vocabulaire, d'identité, de condition à remettre, on va dire, un petit peu à l'ordre du jour. Et c'est intéressant de voir, vous voyez, les pères aidants à leur insu. Parce que finalement, les adhérents des GEM, ça a été fait un peu à leur insu. C'est-à-dire que de fait, ils ont bien été obligés, pour prendre leur pouvoir d'agir, pour s'inscrire en tant qu'acteurs, de s'inscrire dans ces communautés de pères aidants pour gagner leur pouvoir d'agir et pour faire entendre leur voix et être acteurs finalement d'une société, d'une communauté. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes à pouvoir pointer pour faire évoluer aussi les choses, non seulement pour continuer à faire évoluer la père aidance pour tous, le statut de père aidant, mais aussi l'arrivée, on va dire, de nouvelles communautés. Hein, il y a des gens qui sont atteints de maladies à part entière. Il y a des gens, effectivement, qui ont des maladies psychiques qui appartiennent à la santé mentale. Il y a les situations de handicap. Et tout ça, ça va faire partie aussi de l'évolution de cette père aidance. À l'international, évidemment, hein, et même peut-être de manière un peu plus, on va dire, précurseur et parfois innovante. On va pas tout lire, mais il y a aussi évidemment des programmes et des initiatives qui sont présentes, qui ont dû certainement d'ailleurs encore évoluer, hein, parce que c'est des choses qui actuellement bougent très vite. Voilà, donc on vous a fait un petit, euh, un petit résumé avec quelques programmes, quelques repères que vous pourrez aller voir par vous-même puisque vous aurez accès au PowerPoint. Et je vous dis, il y a certainement des choses depuis qui se sont encore
rajouter avec des nouvelles initiatives et des nouvelles avancées un peu partout dans les pays, surtout actuellement où c'est en plein essor et en plein mouvement, avec vraiment là, les premiers programmes. Hein. Il y a des choses là déjà qui datent à peu près une dizaine d'années. Donc, c'était plutôt dans le cadre d'un historique et des premières avancées. Là, on va en parler du patient-patient à l'acteur proactif. Ça, c'est voilà un petit peu un mot d'ordre que j'ai, de l'autodétermination. Cet accompagnement au changement, hein, du changement de paradigme et de l'acculturation réciproque qu'il faut avoir. Voilà, donc la participation sociale et citoyenne, c'est-à-dire que la paire aidance, c'est aujourd'hui un vrai statut, une véritable action, c'est une vraie mission. Et des exemples concrets, c'est qu'aujourd'hui, voilà, le projet hip-hop, les GEM Autisme, ça nous montre qu'il y a vraiment des actions concrètes. Hein. On est assez fort en France, notamment pour avoir des belles idées, hein, des vœux pieux, des beaux textes. Et puis derrière, on le sait tous, bah, souvent, il n'y a pas grand-chose. Et là, je crois qu'aujourd'hui, ces vœux pieux, ils sont accompagnés de personnes derrière et de personnes qui sont actives et actrices. Et c'est ça qui va peut-être faire vraiment changer les choses, mais ça nécessite aussi de se fédérer, de s'unir au-delà de nos propres différences dans nos différences, parce que voilà, c'est pas le tout de dire on est une communauté de personnes en situation de handicap ou de personnes autistes. On a aussi nos différences, on n'est pas forcément d'accord sur nous ou tout, mais il faut savoir à un moment donné s'unir aussi pour des valeurs communes, pour des objectifs communs. C'est ce qu'on essaye de faire, par exemple, dans la nouvelle fédération, c'est que à un moment donné, il y a quand même des choses qui peuvent nous unir et sur lesquelles il est important d'avancer ensemble. L'autodétermination, donc je le rappelle brièvement, mais c'est l'objet d'un autre webinaire, d'une autre formation à part entière. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est que quelles que soient les définitions, parce qu'on en trouve plusieurs, hein, dans tout concept, on a plusieurs courants, plusieurs définitions. En tout cas, toutes les définitions convergent sur le fait que l'autodétermination consiste à agir avec conviction, en fonction de son propre esprit ou de sa propre volonté, sans contrainte extérieure exagérée. Alors là, vous voyez, il y a une ambiguïté. Hein. Encore faut-il définir ce qu'est une contrainte extérieure exagérée, dans le but de déterminer son destin ou sa ligne de conduite. Des récentes études scientifiques, donc très important aussi d'avoir conscience, notion et de développer encore plus en France la notion que l'autodétermination, c'est quelque chose qui peut être aussi encadré scientifiquement. C'est pas qu'un sujet de philo, voilà, un peu abstrait, un peu conceptuel. Qualifie un individu d'autodéterminé comme étant un agent causal, capable d'avoir du pouvoir sur sa vie, d'y choisir et d'y poser des actes de manière volontaire. Et là, j'insiste beaucoup sur la fin, en vue de parvenir à l'objectif fixé et ou d'y produire un effet. La fin est importante pour moi parce qu'elle module l'exigence et je trouve qu'elle est importante notamment pour nos pères qui n'ont pas toujours tous les moyens suffisants pour tout déterminer dans leur vie ou dans leur destin, mais à qui il ne faut pas non plus supprimer cette possibilité d'agir sur leur vie. Faites vraiment attention, et ça c'est quelque chose qu'on doit vraiment, sur lequel à mon avis on doit lutter en commun. L'autodétermination, c'est un droit universel, c'est le droit commun, mais c'est aussi un droit fondamental. Donc attention de ne pas non plus basculer sur c'est réservé par exemple aux personnes sans trouble du développement intellectuel. Et puis une personne qui est non-verbale ou avec un déficit intellectuel n'a pas le droit à l'autodétermination, n'est pas capable de choisir. L'autodétermination, elle va à un moment donné se décliner en fonction de chaque personne et en fonction de chaque contexte de vie. Bien sûr qu'elle se décline, elle s'adapte, elle est propre à chacun. Mais tout comme il faudra peut-être faire attention aussi à ce que des personnes très verbales, avec un très bon QI, est-ce qu'elles expriment vraiment leur propre choix? Ou est-ce qu'elles sont parfois influencées, manipulées? Est-ce qu'elles disent des oui pour faire plaisir? Est-ce que c'est leur oui ou est-ce que c'est le oui du voisin, le oui du parent,
le oui de l'éducateur. Deuxième tiret très important, l'autodétermination se situe sur un continuum. Chaque individu présente des comportements plus ou moins déterminés en fonction des différents domaines de vie. Il existe donc différents moyens de soutenir l'autodétermination, le développement de l'autodétermination, y compris pour des personnes présentant des déficiences plus significatives. Voilà, donc ça, je pense que c'est des bons repères par rapport à l'autodé. On a également la définition de la participation citoyenne, qu'on a peut-être tendance aussi à représenter de manière un peu plaquée, où on voit tout de suite le citoyen presque à la mairie, voire sur une fonction de maire à part entière. Et quand on lit des définitions, on va dire, je pense, les plus proches de la réalité, je vous ai pris notamment celle de Tremblay et Dufresne, l'exercice des droits civils, sociaux et politiques. Donc, vous voyez que la participation citoyenne, c'est pas que des rôles politiques. Donc, on a des exercices des droits civils, sociaux et politiques et des responsabilités qui sont associées par le biais de pratiques de participation dans une grande diversité de lieux. C'est ça la participation citoyenne. C'est ce dont les associations, les groupes, et à différents niveaux, ça peut être local, national et international. Elle s'exprime notamment par l'action communautaire, la participation électorale, la prise de parole. L'exercice des droits doit permettre de développer son identité, s'intégrer à la communauté, contribuer à la développer. Vous voyez à un moment donné à quel point c'est large la participation citoyenne et donc à quel point elle concerne une fois encore tout le monde. Et à quel point elle relève d'un droit fondamental. C'est pas un privilège. Et c'est pas le privilège d'une élite. On parle de développer son identité. On parle de prendre la parole. Et on n'a pas dit la parole orale. Donc les fondamentaux, on en revient, et je la développe un petit peu après, c'est que la participation sociale, il faut savoir qu'elle relève d'habitudes de vie. Donc j'y reviendrai un peu après. Donc la qualité de vie, elle va reposer sur la notion de santé, mais attention, selon la définition de l'OMS. Donc, je le répète, un bien-être complet sur le plan physique, mental et social. Et donc, la santé ne se définit pas uniquement comme l'absence d'une maladie ou d'une infirmité. En France, la santé, c'est réduit à docteur, hôpital, cachet et piqûre. C'est pas ça, la santé. L'autonomie, qui d'ailleurs est un pilier de l'autodétermination, et l'estime de soi. Et donc, la participation sociale. Donc, vous voyez que là, vous avez 4 piliers, que de manière transversale, vous avez l'autodétermination. Ça, il est très important. Et quand on parle de paire aidance, eh bien, on va voir qu'en fait, la paire aidance, c'est un processus, en fait. La paire aidance, c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est une passation entre des individus qui va reprendre ces ingrédients. Parce que quand vous faites de la paire aidance et de la paire émulation, ces notions de santé, d'autonomie, d'estime de soi et de participation sociale, ça nourrit la paire aidance. Et ça la nourrit de manière dynamique. Parce que la paire aidance est un processus, c'est pas un état statique. C'est pas quelque chose qu'on travaille ni en solo, ni dans un cabinet avec un thérapeute. Et c'est ça qui va être aussi très intéressant dans le concept de la paire aidance. Avant de vous parler de la participation citoyenne, je voulais revenir avec vous sur ce qui était également la participation sociale. Parce que c'est pareil, on en a une définition souvent très abstraite et très confuse. On pense que la participation sociale, c'est socialiser avec les gens. Ça, c'est quelque chose sur lequel je me bats beaucoup. Et là, je pense que je vais rencontrer un intérêt particulier commun à tous. Pas forcément un intérêt qu'on apprécie, mais vous voyez, dans le cas de nos MDPH, nos chers MDPH, il faut savoir que quand on est évalué par notamment la GEVA, qui est un guide de l'autonomie, la GEVA, en principe, nous évalue sur la participation sociale et on a tendance encore à penser que la participation sociale, c'est uniquement le rapport aux autres, c'est uniquement se socialiser. Eh bien, la participation sociale, une définition de la participation sociale, notamment au Québec, elle consiste à réaliser pleinement des habitudes de vie. Et les habitudes de vie, c'est soit des activités courantes ou des rôles sociaux.
ou des rôles sociaux. Pas et ou des rôles sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une habitude de vie, dans son activité courante, c'est la nutrition, la condition corporelle, les soins personnels, la communication, l'habitation, les déplacements. C'est vraiment, vous voyez, ce sur quoi on nous évalue quand on doit demander une aide humaine sur ce qu'on appelle les 5 domaines de la vie quotidienne. Les rôles sociaux, c'est plus uniquement des fois dans cette dimension-là qu'on se représente la participation sociale. C'est les responsabilités, les relations interpersonnelles, la vie communautaire, éducation, travail, loisirs, etc. C'est très intéressant d'avoir en tête cette définition-là, parce que ça veut dire que pour nos pères, qui sont, on va dire, les plus invalidés dans leur quotidien, mais ça veut dire aussi que quand on a une aide humaine qui doit venir à domicile pour nous aider dans les gestes de la vie quotidienne, et qui plus est pour ceux qui n'ont que ça, parce que n'oublions pas que c'est pas forcément le cas toujours dans l'autisme, bien qu'on a, on le rappelle, et on a une mesure dans la stratégie nationale pour les situations dites très complexes, et c'est bien très complexe, on a parfois des personnes qui ne sortent pas de chez elles. Et dans le cadre d'autres handicaps, on a des personnes alitées, intubées, qui n'ont que l'aide humaine comme contact. Eh bien, la relation qu'elles ont avec cette aide humaine qui vient pour l'alimentation, pour l'hygiène, pour des déplacements, parfois qu'à l'intérieur du domicile, ça doit être une participation sociale. Il doit y avoir un échange, il doit y avoir un contact humain. Elles doivent se sentir à ce moment-là non seulement vivantes, mais partie d'une société. Donc, quand on a les MDPH qui vous évaluent à 11 minutes, 14 pour prendre une douche, 23 minutes, 28 pour prendre vos repas, je ne sais pas si elles ont compris ce que c'était que la participation sociale. Donc, retenez bien aussi cette définition de ce qu'est la participation sociale. Maintenant, je laisse la parole à Philippe pour plus spécifiquement vous présenter ce qu'est la stratégie nationale autisme dans le cadre des GEM autisme et dans la révision du cahier des charges. Donc, je vais essayer de passer rapidement, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, les GEM ont été créés en 2019 à partir de la stratégie nationale autisme, vous voyez, 2018-2022. Donc là, on attend, ça devait être encore au printemps, ça devait être en septembre, la stratégie nationale 2 qui doit sortir en 2023, mais on l'attend toujours et on ne sait pas ce qui va être créé au niveau des GEM. Parce que là, on a les GEM autisme au sein des TND, mais peut-être sur la stratégie nationale 2, on va voir apparaître des GEM pour les personnes avec des TND et on pense en particulier au TDAH, mais pour le moment, on n'a pas d'informations à ce sujet. Donc, les GEM sont régis, on va dire ça comme ça, par un cahier des charges que vous pouvez trouver sur Internet. Vous faites cahier des charges GEM mais 2019, puisqu'il y a eu plusieurs versions depuis 2005, ce cahier des charges est amélioré régulièrement, et elle sera encore, et d'ailleurs la FEGEMA a déjà dans ses tiroirs des propositions d'amélioration, puisqu'on voit que ces dispositifs qui sont faits pour les personnes, par les personnes, les groupes d'entraide mutuelle sont souvent annoncés au lieu que ce soit des personnes, mais comme étant des lieux. Donc on voit déjà que dans l'application, la mise en œuvre, l'humain est déjà d'emblée effacé au profit d'un lieu. On comprend pas, mais souvent vous verrez, vous baladez sur le net, vous allez voir des plaquettes de présentation de certains GEM, on vous le définit comme un lieu d'accueil, alors que c'est un groupe de pairs qui s'organisent entre eux et justement dans le but de l'autodétermination et dans leur but de leur santé tel que l'a défini Steph. Voilà ce que je peux dire rapidement.
Donc, le projet hip-hop est développé actuellement en France et on vous le met en bas en Hauts-de-France et en Nouvelle-Aquitaine. C'est une démarche nationale expérimentale qui vise à développer le recours aux intervenants pairs dans différents objectifs, le soutien à l'autodétermination, le renforcement du pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap, la participation pleine et entière des personnes concernées à la définition, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques et des offres d'accompagnement selon la règle du, comme on vous l'a dit tout à l'heure, rien pour nous sans nous, et donc le développement d'une société inclusive. Et Steph vous a parlé de la participation sociale dans son sens profond. La démarche nationale est cofinancée par la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, de la même manière qu'elle le finance aussi les GEM, l'AGFIP et là, je ne connais pas, OETH et en région par les ARS. L'OTH, en fait, c'est l'organisme de financement du travail. En fait, c'est l'équivalent comme la GFIP et le FIP, mais pour les salariés du médico-social. Donc, le déploiement d'une formation, le déploiement pour les pairs, pour les référents, intervention par les pairs à destination des professionnels. Il y a donc des expérimentations territoriales, la conception d'un espace ressources en ligne proposant divers outils facilitant le recours à des intervenants pairs, annuaires géolocalisés, d'intervenants pairs, analyse juridique accessible sur les divers statuts d'exercice, boîte à outils de soutien au parcours des intervenants, forum de discussion, une action de recherche et d'évaluation pour étudier et mesurer l'impact du projet, tirer des enseignements issus des expérimentations et proposer un guide de recommandation de bonnes pratiques aux futurs territoires souhaitant disséminer cette démarche hip-hop. Donc, c'est une démarche expérimentale, donc elle va faire l'objet d'analyses et de conclusions et de voir à partir de ces expérimentations comment d'autres territoires pourront s'en emparer d'une manière efficace et plus rapide qu'une expérimentation. Oui, ça démarre en 2023, là, ça va s'étendre. L'expérimentation se termine et ça se nationalise en principe à partir de cette fin d'année. Alors, je vais aborder la fédération dont je suis l'un des fondateurs, la fédération des groupes d'entraide mutuelle autisme, qu'on appelle FEGEMA. Elle est composée dans son CA uniquement de personnes TSA, uniquement de personnes concernées à divers degrés par le dispositif GEM, que ça soit membre de conseil d'administration pour faire vivre l'association du GEM ou associations marraines qui sont aussi des personnes TSA. On a une personne neurotypique qui est épouse et mère de personnes autistes, donc très, très au fait. Et c'est important aussi qu'on ait entre nous une personne qui n'a pas les mêmes difficultés que nous et qui peut à des moments être attentive à nos difficultés de communication sociale réciproque en particulier. Euh, donc, on fonctionne nous-mêmes au niveau de la fédération comme un groupe d'entraide mutuelle où à court, évidemment, en premier lieu, la pérédance. Et on est évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous bénévoles. On est tous impliqués nous-mêmes dans des familles. On a des vies, j'allais dire comme tout le monde, mais certains travaillent et certains ont la hache. Mais il n'empêche que nos missions au niveau de la FEGEMA, qui sont au niveau national, en rapport avec les pouvoirs publics, où on participe à la co-construction et à la réflexion sur ces dispositifs et bien au-delà aussi, puisque effectivement on est amené à réfléchir sur la pérédance, on est amené à réfléchir sur l'intervention des pairs et des médiateurs de santé pairs dans les établissements publics hospitaliers, par exemple. On est amené aussi à développer sur l'autodétermination et aussi sur la paire-émulation. Alors, la paire-émulation,
nous, on la pratique au niveau de la fédération, évidemment, pour former des nouveaux membres de la FEGEMA issus des GEM à travers la France et qui veulent à leur tour avoir une action au niveau régional ou au niveau national. Donc nos missions sont d'informer, de former, de soutenir nos pairs dans la gouvernance de leur dispositif de groupe d'entraide mutuelle. On va avoir un financement de la CNSA aussi pour assurer ces formations. Ça sera diffusé par les ARS. Et évidemment, on a un rôle un peu de vigie et d'observatoire au niveau des GEM pour voir comment, si l'autodétermination des personnes et des collectifs est assurée. Ce que l'on constate, c'est, comme je vous l'ai dit au début, hélas, dans beaucoup de cas, les GEM mis en place sont vidés de leur substance et transformés d'une manière plus ou moins évidente comme des établissements médico-sociaux, ce que ne doit surtout pas être un GEM. Et on voit à ce moment-là que l'autodétermination est souvent complètement bafouée et la pérédance ne trouve pas un sens à partir du moment où l'autodétermination du collectif et des personnes n'est pas assurée. J'essaie d'être un petit peu rapide, c'est peut-être un petit peu négatif ce que je dis, mais nous, là, je vous parle, moi, de la fédération. Pour le moment, et ça vous donne une idée aussi en France où on en est au sujet de toutes ces notions de pérédance et d'autodétermination, les associations de personnes auto-représentées comme la FEGEMA ou d'autres, concrètement, si elles existent peu avec des faibles moyens et en tout cas, le fonctionnement global, qu'il soit associatif ou médico-social, ne tient pas compte de ces associations. Pour le moment, on a encore du mal à s'insérer dans le paysage et de dire on existe. La preuve en est, c'est que la fédération existe depuis plus de 2 ans. Je dirais que 95% des GEM ignorent totalement notre existence. Et quand un GEM est au courant de notre existence, globalement, elle n'ira pas à notre rencontre parce que nous ne faisons pas partie des réseaux, nous sommes inconnus des réseaux des gestionnaires du médico-social et nous sommes aussi inconnus des réseaux associatifs, des familles qui jusqu'à présent représentent les personnes handicapées dans toutes les instances. Et nous sommes encore et toujours extrêmement minoritaires dans la représentation au niveau des pouvoirs publics. Donc attention, hein, nous on vous parle de toutes ces notions qui sont, vous le voyez, anciennes, elles prennent racine dans le XXe siècle, mais on est là au XXIe siècle, on est en 2023, et si il y a eu des avancées, si les choses avancent au niveau de l'exécutif, des pouvoirs publics, etc., qui soutiennent ces notions-là, évidemment, dans l'infusion des milieux sociaux, qu'ils soient professionnels ou associatifs, je dirais que tout reste à faire et en tout cas, beaucoup reste à faire. Je me permettrais juste, Philippe, quand même de mentionner que vous êtes quand même de plus en plus reconnu. C'est-à-dire que dans le local et dans ce qu'on appelle, dans leur jargon, les tuyautages locaux, on a toujours du mal, on va dire, à faire reconnaître les experts d'usage de manière générale. Hein. Ça reste un vrai combat de tous. Par contre, au niveau national, dans la délégation interministérielle au TI, Voilà. dans certaines ARS, vous venez de rentrer aussi au CNCPH, qui n'est pas rien. Donc, la FEGEMA, j'ai envie de dire, commence à être quand même un acteur reconnu, mais Ah oui. qui a pour l'instant du mal à s'implanter
j'ai envie de dire, dans le mammouth administratif, ce qui est quand même un peu l'enjeu de tous. Donc, bienvenue au club et dans la réalité de toute la communauté. Je pense que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a à la fois des personnes individuelles et à la fois certainement d'autres associations ou peut-être des organismes. Voilà, c'est quand même important. Vous restez une jeune fédération. Moi, je trouve que vous avez déjà fait beaucoup et que, ben, au niveau de la CNSA également, voilà, vous êtes identifié. Après, il y a Oui, être identifié et puis ce parcours du combattant. voilà, pour pouvoir Convaincre. agir concrètement Voilà. auprès Hein. du public qui nous concerne, en tout cas nos pairs. Il y a encore un long chemin. Mais effectivement, on travaille énormément avec les pouvoirs publics, on travaille énormément avec le mammouth aussi, on leur apprend aussi à mieux travailler vis-à-vis des GEM et donc travailler avec l'administration au niveau de toute la France pour qu'elle travaille mieux avec les GEM et qu'on ait une petite poignée de moins de 10 personnes, c'est un travail colossal. Alors on est plein de positivité et on ne se décourage jamais puisque effectivement, comme le dit Steph, on est soutenu, on est dans l'air du temps et c'est une dynamique qui ne fera que se renforcer. Donc, on n'a aucune raison de désespérer. Tout au contraire, on sait qu'on travaille à la fois pour aujourd'hui, mais surtout pour demain, pour les générations qui arrivent aussi. Et ça, c'est un mouvement qui ne s'arrêtera pas de toute façon.